Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bokhara. Bonjour Eliana Garfinkel. Bonjour Eve Bokhara. Vous voulez me surprendre aujourd'hui, je vois. Vous avez réussi, voilà. Comment allez-vous ? Ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de nos 69. C'est francophones, français, israéliens qui ont participé au rayonnement d'Israël, voilà, tout simplement. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler d'un grand nom. D'un grand nom que beaucoup de personnes ont encore connu, puisqu'il est parti il n'y a pas si longtemps que cela, il y a seulement 22 ans. Oui, ça commence à faire. Ouais, à faire. En 96, on va parler de Manitou aujourd'hui. Voilà, alors Léon ou Yehuda Ashkenazi, qui est peut-être un des rabbins qui a le plus influencé le judaïsme moderne, l'identité juive dans cette seconde partie du XXe siècle. Voilà, une grande figure intellectuelle du judaïsme moderne. Et on va revenir un peu sur sa vie et sur son œuvre. Voilà. Sur celui qui se définissait comme un Français d'Algérie de religion juive, priant en hébreu, fredonnant en arabe et parlant le français. Je pense que c'est une belle façon de le définir. Exactement. Alors, il est né en 1922 en Algérie. Léon Ashkenazi, qui n'était pas encore Manitou. Il est le second de 6 enfants et il est surtout issu d'une grande lignée de rabbins. Et du côté de son père et du côté de sa mère. Du côté de son père et du côté de sa mère. Et son père était notamment le grand rabbin, a été grand rabbin à Oran, à Alger, et il fut le dernier grand rabbin d'Algérie. Alors c'est intéressant de parler un petit peu de cette Algérie, cette Algérie qui est française, et surtout cette population qui est juive, qui habite en Algérie, qui est aussi française, puisqu'on a le décret Crémieux quelques 60 ans plus tôt, qui ont donné cette possibilité à cette population donc juive d'être française. Et donc, étant donné qu'elle est française, elle reçoit tout ce que la République peut offrir. Donc, ce sont les Juifs algériens sont des Juifs qui ont une culture française, une connaissance de la langue, une connaissance des œuvres françaises. Et donc, c'est un petit peu dans ça qu'il va grandir, Léon Manitou. Il va baigner dans une société multiculturelle et toute sa vie va être pour le rapprochement des religions. Il va être pour le rapprochement des religions et donc il va grandir à l'école française laïque tout en conservant les enseignements de sa famille, de ses grands-pères, de son père. Il va donc dans les communautés séfarades, on a l'habitude d'enseigner la Kabbalah, donc et il va donc recevoir tout ce bagage, et en même temps il va recevoir un bagage universitaire puisqu'il va faire des études de philosophie, de psychologie à l'université d'Alger. Voilà, des études qui vont être interrompues au moment de la Seconde Guerre mondiale avec les numerus clausus qu'on connaît un petit peu partout, qui limitent l'accès des Juifs à l'université. Alors, il va compléter son cursus à la Sorbonne. Léon Ashkenazi à la Sorbonne. Il va continuer d'étudier la philosophie, il va étudier l'ethnologie et l'anthropologie. Voilà, on l'a dit, il pose les bases du grand intellectuel qui va être. Et puis, alors, vous avez parlé de toute sa connaissance, de tout son bagage intellectuel, mais je pense qu'on ne peut pas parler de Manitou sans parler de l'aspect pédagogue, de son côté éducateur. Et c'est un côté, en fait, alors bien entendu, sa famille, ce sont des rabbins, et qui dit rabbin dit l'enseignement, enseigner, la fonction d'enseigner, mais surtout, Léon Ashkenazi va en 1940 intégrer les EI, donc les éclaireurs israélites de France, qui est ce mouvement de scouts créé par Robert Gamzon quelques années plus tôt, et donc il intègre ce mouvement et où il va devenir très rapidement un cadre, et c'est là qu'il va avoir son surnom. Son totem, il va se faire appeler Manitou. Et donc, il est connu aujourd'hui. Si on vous dit Manitou, j'en dis Manitou, mais bien sûr Manitou. Ah, Léon Ashkenazi. Ah oui, mais Léon Ashkenazi, c'est Manitou. Alors, Manitou, dans la mythologie... C'est les surnoms qu'on donnait aux EI, voilà. Voilà, donc aux EI, ça continue. Les gens qui sont totémisés, ils reçoivent donc une personne qui est cadre aux EI, qui va s'investir. En fait, au bout d'un moment, il reçoit un nom. On ne sait pas ce qui se passe durant cette totémisation. Voilà, c'est gardé secret. Et donc,
lui va recevoir le nom de Manitou, ce qui signifie grand esprit surnaturel. Alors, je ne sais pas pour le surnaturel, peut-être au niveau de l'esprit, bien entendu, le grand esprit, c'est Manitou. Et à la même période où il commence à intégrer les EI, donc dans les années 1940, c'est au même moment que les EI vont passer en résistance. Tout le mouvement va être un mouvement qui va rentrer en résistance contre les nazis. Et c'est ainsi qu'il va, en intégrant les EI, faire aussi preuve de résistance. Il faut dire que c'est à ce moment-là, le 7 octobre 40, qu'est abrogé le décret Crémieux, qui faisait des juifs indigènes algériens des citoyens français. Donc, il va être confronté totalement, pour la première fois de sa vie, dit-il, à l'antisémitisme. Voilà, pour la première fois de sa vie. Et puis, un grand tournant dans sa vie. Et étant donné qu'il est devenu étranger, eh bien, il va s'engager dans la Légion étrangère en 1943, où il sera aumônier. Et c'est à ce moment-là qu'il va être interné avec des centaines de soldats juifs algériens dans le camp de Bedeau, au sud de Sidi Bel Abbès. Voilà. Alors après la guerre, son parcours éducatif et intellectuel reprend. Il va rejoindre Robert Gamzon. Alors Robert Gamzon, donc qui est le créateur des EI, à la fin de la guerre, eh bien il se rend compte qu'il faut absolument renouveler les cadres de la communauté, puisque la communauté juive a perdu une immense partie de ses cadres. Alors c'est pas seulement les cadres, c'est donner à ces juifs post-Shoah une raison d'être encore juifs. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle il va créer une école qui s'appelle l'école d'Orsay. Alors tout simplement, c'est un château, si je ne me trompe pas, qui appartient ou bien à la famille Rothschild ou à la famille Flegg. Enfin, on va utiliser bien ce château dans lequel qui sera donc à Orsay, donc au sud de Paris, dans lequel on va former des cadres. On va prendre des jeunes gens qui ont envie de donner, qui ont envie de réveiller, renouer avec leur judaïsme. mais c'est surtout des éducateurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui non seulement sont intéressés par leur judaïsme, mais qui sont intéressés aussi à donner de leur judaïsme, à éveiller des esprits, à éveiller des cœurs, à éveiller des âmes. Et alors, ils vont rester 9 mois dans ce château, ces éducateurs, et ils vont être formés à tout un tas de matières, pas simplement aux questions juives. Ils vont avoir après la guerre, parler de questions juives, c'est pas mal. Ouais. Ils vont suivre des cours de sociologie, de travaux manuels, d'art dramatique, marionnettes, et surtout d'hébreu et de pensée juive. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut s'imaginer Manitou, donc lui qui a grandi, comme on l'a dit un peu plus tôt, dans la connaissance et surtout dans la tradition séfarade, qui est une tradition où d'abord on connaît beaucoup de choses, ensuite où les gens, bien entendu, savaient parler hébreu, comprenaient l'araméen de la Gemara, du Talmud. Et là, il va se retrouver face à une société, une population qui est tout à fait différente, puisque ce sont des gens qui très souvent ne s'y connaissent pas beaucoup. Et ce mélange, cette rencontre, eh bien, va faire des étincelles. Et ça va être un moment très fort de rencontre. Et il faut rappeler, donc, bien entendu, qu'il a son bagage de l'école laïque française. Donc, il a son bagage en philosophie. Et c'est grâce à ça qu'il peut ensuite répondre à beaucoup de questions. Voilà, donc l'école d'Orsay qui reste extrêmement connue, comme on le rappelle, celle du renouveau du judaïsme après la Shoah, et dont Manitou va prendre la direction après Robert Gamzon. Il va aussi devenir président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Voilà. Et puis à la même période, il va aussi enseigner la philosophie dans les écoles juives de Paris. Si je ne me trompe pas, il était à Maïmonide, à l'école Maïmonide, donc il enseigne la philosophie puisque c'est sa formation. Donc il est complètement tourné vers l'autre, tourné vers la pédagogie, tourné vers l'enseignement. Et en 68. Alors, 68, c'est juste après 67. 67, il y a la guerre des 6 jours. Il y a un espèce de tremblement de terre dans la communauté juive française et énormément de personnes, dont par exemple André Neher, vont quitter la France pour aller s'installer en Israël. Voilà, alors c'est cette guerre des 6 jours, effectivement, qui va provoquer un déclic chez Manitou, ainsi que la rencontre avec le Rav Tzvi Yehuda Kook. Alors, le Rav Tzvi Yehuda Kook, qui est le fils du Rav Kook, Manitou aura l'habitude de dire qu'il a redécouvert la Torah en rencontrant le Rav Tzvi Yehuda. Donc quand il a rencontré le Rav Tzvi Yehuda, en général le Rav Tzvi Yehuda est connu pour être quelqu'un qui expliquait la pensée de son père, et donc quand il a découvert pour la première fois les écrits du Rav Kook, Avraham Cohen Kook, eh bien il
tout simplement, il redécouvre l'enseignement de la Torah et c'est ainsi qu'il va se pencher sur cette nouvelle étude, sur ce nouveau prisme à travers lequel il redécouvre la Torah et il va aussi à nouveau enseigner. Il va enseigner, ouais. Il va enseigner, il va surtout décider de s'installer en Israël avec sa femme qu'on appelle Bambi, qui elle aussi avait reçu son surnom, et leurs enfants. Et voilà ce qu'il dit là-dessus, Manitou. La troisième partie de ma vie se passe en Israël en tant qu'Israélien. C'est donc dans un style particulier, un exemple de la mutation d'identité qui transforme de notre temps le peuple juif en nation hébraïque, ou plus exactement qui transforme un juif en israélien. Voilà, donc ce retour à la terre promise et le fait justement de retourner en Israël fait qu'on change ses attributs. On n'est plus un juif de diaspora, mais on devient un hébreu sur sa terre, un israélien. Et il va continuer à enseigner beaucoup en Israël. Voilà. Alors il va créer, entre autres, il y a deux centres qui étaient assez importants, l'Institut Mayanot et le centre Yair, un pour les femmes et un pour les hommes, où il va enseigner tout ce qu'il apprend lui-même et alors, ce qu'il y a de très, très intéressant, surtout chez Manitou, c'est que donc Manitou est mort en 96, donc il y a plus de 20 ans. Chez les Français, il était bien entendu connu, et il était aussi connu puisqu'il venait tous les ans en France faire des séminaires de quelques jours. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient assister à ces classes. Mais ce qu'il y a de très très impressionnant, c'est que dans ces dernières années, disons dans les 5 dernières années, il y a un regain d'attention pour Manitou. La première personne qui a traduit les écrits de Manitou en hébreu, donc là on fait une traduction à l'inverse. C'était très tard. La traduction à l'inverse, c'est le Rav Aviner avait commencé, et puis aujourd'hui je crois qu'il y a un petit-fils du Rav Manitou qui s'occupe aussi à plein temps de ce centre, et on a un regain d'attention. Et alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on pourrait dire que Manitou, en fait, ce qu'il arrive à faire, il arrive à faire une synergie, une symbiose entre le monde de la philosophie profane et le monde de la philosophie juive, et il arrive à créer des ponts entre les deux. Et souvent on regrette que cela manque en Israël, c'est-à-dire que quelqu'un qui recevra une éducation religieuse, elle ne sera presque que religieuse, et il manquera toute cette philosophie profane qui pourtant fait partie de notre vie au quotidien. Et Manitou donc réussit très très bien comme je vous l'ai dit, à mettre des ponts, à permettre une adéquation, une compréhension mutuelle. Et comme vous l'avez dit un peu plus tôt, il avait toujours fait un travail avec les nations de rapprochement des peuples. Eh bien, il le fait aussi dans le rapprochement des écrits, et c'est peut-être la raison pour laquelle ces dernières années, il y a un regain d'attention dans les écrits qui de est devenu Manitou. un des penseurs les juifs les plus populaires en Israël aujourd'hui, Manitou, qui, on le rappelle, a été traduit en hébreu assez tard dans sa vie. Voilà. Merci. Merci Eliana. Eve Bocara. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bocara. Speak up.